S'il vous plaît, on va commencer cette discussion avec Chris Smalls. Qui, donc, tout d'abord, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation et d'être ici. Est-ce que y a un écho ou ça va? Je pense que c'est ça, ouais. Tout d'abord, merci à toi pour avoir accepté cette invitation, être ici avec nous pour discuter. On parlera de logistique, on parlera d'Amazon, on parlera aussi du génocide en cours à Gaza et surtout de la manière de lutter contre tout ça. Donc tu as été connu il y a désormais 6 ans pour avoir fondé avec d'autres camarades un syndicat qui s'appelle Amazon Labor Union dans un centre logistique d'Amazon à Staten Island à New York et avoir gagné une bataille historique contre Amazon parce que pour la première fois au bout de plusieurs années, 27 ans d'existence d'Amazon, c'était la première fois qu'un syndicat réussissait à s'implanter dans un site d'Amazon aux États-Unis. Alors ici, ça nous semble peut-être quelque chose d'assez anodin, mais en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, pour pouvoir créer un syndicat dans une entreprise, il faut gagner une élection. Et quand on est face à des acteurs économiques comme Amazon qui mettent en place tout ce qu'ils peuvent avec des moyens énormes pour éviter la syndicalisation, la victoire est tout sauf que évidente. Donc c'était la première fois, après d'ailleurs une tentative dans un autre site à Bessemer en Alabama, la première fois qu'un syndicat rentrait dans un site Amazon aux États-Unis. Et pas n'importe quel syndicat, parce qu'il s'agit, donc l'Amazon Labor Union, c'est un syndicat indépendant. Donc un syndicat qui a été créé par Chris et ses camarades à New York et qui n'est pas soutenu par les syndicats traditionnels, par les bureaucraties syndicales, qui, disons, se montaient avec les forces des travailleuses et des travailleurs sur place et des camarades de Chris. Donc, un autre aspect, ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra au cours de l'entretien avec Chris et qui me semble intéressant pour nous, pour imaginer des manières justement de penser la syndicalisation à la fois dans des contextes très hostiles mais à la fois avec des moyens un peu originaux, en tout cas des moyens différents que les moyens classiques. Et le deuxième aspect sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est aussi le fait que cette activité syndicale autour de l'Amazon Labor Union, c'est aussi une activité syndicale qui s'est, dès le départ, articulée avec d'autres formes de militantisme, avec d'autres dimensions de la lutte, et notamment avec la lutte antiraciste et les liens que l'Amazon Labor Union a entretenus dès le départ avec les communautés afro-américaines new-yorkaises, mais surtout aussi avec des groupes militants et notamment avec Black Lives Matter. Du coup, cette dimension antiraciste de l'activité syndicale, par la suite, et c'est sur ces derniers aspects que j'aimerais bien revenir avec toi, c'est aussi exprimé plus récemment dans ton engagement très fort en soutien avec Gaza, et notamment tu as participé en juillet dernier à un voyage avec le bateau Andala à Gaza pour essayer justement, comme les autres bateaux qui sont en train de le faire, de briser le blocus et apporter du soutien à la population de Gaza. Donc il me semble qu'il s'agit d'aspects qui sont tous très intéressant pour nous et surtout ici dans le stand des soulèvements de la terre où il y a des camarades qui par ailleurs interviendront après cette discussion avec Chris qui justement tentent de diverses manières d'articuler la question du travail et la lutte contre l'exploitation, de la lutte syndicale
avec d'autres dimensions, notamment la dimension écologique. Et donc on écoutera à la suite de l'entretien avec Chris, les camarades de Sainte-Tempête qui luttent contre la construction d'un méga-entrepôt en île Saint-Denis, d'un point de vue écologique, mais en alliance avec des travailleurs de la logistique qui s'allient justement dans cette lutte-là en apportant, disons plutôt, leur position de l'intérieur et donc la critique plutôt, justement, encore une fois, du cadre de l'exploitation et la critique des conditions de travail dans la logistique, on sait évidemment précaire et très difficile. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a aussi le contexte sur lequel on pourra revenir du mouvement Bloquons Tout, commencé le 10 septembre, qui a aussi vu par ailleurs des blocus intéressants, y compris ici à quelques centaines de mètres à l'entrepôt Amazon de Bretigny-sur-Orge, où encore une fois on a des syndicalistes qui se sont alliés avec d'autres activistes et militants pour aller bloquer les flux devant le site. Donc je commence avec une première question pour toi, Chris, en transition. Donc tu as commencé à travailler en 2015 dans ce site de Amazon de Staten Island à New York, qui est un site qui compte 4 entrepôts, qui emploie près de 10 000 personnes, dont la grande majorité est afro-américaine et latino-américaine. C'est aussi un centre névralgique dont dépendent environ 50 centres de tri qui livrent bien sûr la ville de New York. Et donc j'aimerais bien tout d'abord, pour contextualiser, revenir avec toi un peu sur ta trajectoire, donc comment tu es arrivé à travailler dans cet entrepôt, quelles étaient les conditions de travail que tu as trouvées dans cet lieu de travail et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à partir de 2020, donc dans le contexte de la crise du Covid, à vouloir t'engager syndicalement, à construire l'Amazon Labor Union et à vouloir commencer cette longue lutte que tu mènes depuis contre Amazon. Well, first and foremost, thank you all for being here today. I really appreciate the fact that you guys showed up and want to hear my story. I started at Amazon in 2015 as an entry-level worker, warehouse worker, making $12 an hour. And for those who don't know, Amazon warehouses are the size of 14 NFL football fields. So over 1.5 million square feet. My first year I was promoted up to a supervisor, and I would tell my new hires, if you have a gym membership, you might want to cancel it because you're doing 12 hours of calisthenics and you're going to be doing a lot of strenuous, repetitive work for a long period of time. Ok, donc d'abord merci pour votre présence et pour le fait de venir ici pour écouter mon histoire. Donc effectivement, j'ai commencé à travailler pour Amazon en 2015 comme ouvrier à la base, le niveau le plus bas. Je gagnais $12 l'heure. Et donc il faut savoir que les entrepôts d'Amazon sont absolument immenses. Ça fait, bon, ça ne va pas beaucoup vous parler, mais ça fait 12 terrains de football américain ensemble. Donc ça fait autour de 140 000 mètres carrés. Et donc quand j'ai commencé, on m'a dit on peut oublier toutes les activités en dehors du boulot, parce que là, vous allez commencer à faire des plages de travail de 12 heures dans des conditions très dures, et donc oublier la vie à l'extérieur. Amazon is completely ran off of numbers and metrics.
they require an hourly rate. In my department in particular, workers had to pick items that customers buy at a rate of 401 hour for 10 hours a day. So because of this repetitive work, there would be a high rate of injuries. And ultimately, Amazon becomes the number one company in the country of the US for injuries in America. Donc il faut savoir que Amazon mesure tout au niveau du travail de façon très précise. Donc les gens avec qui je travaillais devaient prendre 400 marchandises commandées par les clients par heure pendant 10 heures d'affilée. Ce qui veut dire qu'il y avait un niveau de blessure assez très important. Et il faut savoir que Amazon bat tous les records en termes de blessures au niveau du travail parmi toutes les autres entreprises. So all of this is what led Amazon to become one of the most powerful companies in the entire world that has a revenue of $2.2 trillion and 2 million workers worldwide. It's an international company. And during the pandemic in 2020, they failed to protect their workers by providing the PPE that was needed to protect us from COVID-19. So I led a walkout at my building in Staten Island, New York City, and 2 hours after that walkout, I was fired. Donc c'est comme cette forme d'exploitation qui a mené au fait que Amazon est maintenant une entreprise si puissante, une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 2,2 000 milliards de dollars, que Amazon maintenant a plus de 2 millions de salariés au niveau mondial. Pendant la période du Covid, Amazon n'a pas protégé ses travailleurs, a refusé de nous donner les protections basiques contre le Covid. Et donc, en 2020, donc, j'ai mené une grève sauvage dans l'immeuble dans lequel je travaillais. Et 2 heures après cette grève, j'ai été licencié. So Jeff Bezos was the richest man in the world during 2020. He was making $13 billion a day, $9 million an hour, $5,000 a second. And the day they fired me, I cost the company $4 billion because they had to protect everybody in the entire world. Donc en 2020, Jeff Bezos était l'homme le plus riche au monde. Il gagnait 13 milliards de dollars par 13 milliards de dollars par jour, 9 millions de dollars par heure et ça veut dire 5 000 dollars par seconde. Et quand moi j'ai donc mené cette grève, j'ai coûté 4 milliards de dollars à cette entreprise parce qu'ils ont été obligés de donner les protections nécessaires à tous leurs salariés. When Jeff Bezos fired me, he also signed off on a smear campaign saying that I am not smart or articulate. But ironically, he also said to make me the whole face of the Amazon union movement against Amazon in America. So he signed off on the smear campaign saying that I'm not smart or articulate, and also to make me the whole face of the entire unionizing efforts against Amazon. Donc Jeff Bezos donc, est parti dans une campagne de dénigrement contre moi en disant que j'étais bête, que je ne savais pas m'exprimer clairement. Et en faisant ça, il en fait en soi que j'ai devenu l'incarnation de tout le mouvement de syndicalisation chez Amazon.
So I said that was a good idea. Et donc j'ai dit chiche. Eh ben, merci beaucoup pour cette première réponse. Du coup, un autre aspect sur lequel j'aimerais bien revenir avec toi, c'est aussi un peu plus concrètement la manière dont vous avez réussi en fait à monter ce syndicat, à faire de la syndicalisation dans ce contexte particulièrement hostile, on l'a dit, de répression syndicale par Amazon. Je sais par exemple que, bon, déjà vous n'aviez pas le soutien, on l'a dit, des syndicats traditionnels et donc il a fallu aller chercher notamment l'argent via des systèmes d'autofinancement, crowdfunding, etc. Mais je sais aussi, j'ai lu que vous avez par exemple beaucoup, vous avez été chercher les gens aussi par des méthodes un peu particulières, en dehors du lieu de travail, à l'arrêt du bus, avec de la distribution de nourriture, de la distribution de marijuana aussi, qui est légale, je pense, dans l'État de New York, enfin en tout cas ce que j'ai lu. Et du coup, voilà, je pense que c'était un peu une question... est-ce que tu peux nous raconter vraiment très concrètement comment ça s'est passé, quels liens vous avez tissés et aussi comment vous avez peut-être aussi dépassé, j'imagine, une certaine défiance de la part de certaines travailleuses et travailleurs vis-à-vis du syndicat qui est généralement, il me semble, plus identifié avec un syndicalisme, disons, dit d'affaires aux États-Unis. So the question that I get often asked is, how the hell do you beat a $2.2 trillion company like Amazon? With no money, no support from major unions, no support from politicians. And the answer to that question is the power of people when we come together. Donc on me pose souvent la question, comment on peut battre une entreprise de 2,2 milliards de dollars quand on n'a pas d'argent, pas de soutien des syndicats officiels, pas de soutien de la classe politique. Comment on fait? Et ma réponse est simple, c'est la puissance des gens quand ils se mettent ensemble. So I'll share some details on how we were able to successfully win against Amazon. For over 300 days, I set up an encampment right across the street at the bus stop from the same building that fired me during COVID-19. Donc, pour rentrer un peu dans le détail, pendant 300 jours, j'ai fait un camp, en fait, en face de l'immeuble dont j'ai été licencié, à l'arrêt d'autobus, juste en face. So every day, me and my comrades stood at the bus stop, which is public grounds, talking to workers, building trust, and earning their relationships every single day for over 300 days to try to convince them to vote yes for the Amazon Labor Union. Donc l'arrêt de bus, c'est un espace public, donc c'est pour ça qu'on s'est mis là. Et donc pendant 300 jours, moi et mes camarades, on est venus tous les jours, pendant toute la journée, sur cet arrêt de bus pour discuter avec les travailleurs, gagner leur confiance et discuter avec eux pourquoi ils devaient voter oui pour le syndicat dans l'entreprise. We spent a large amount of time educating the workers on what a union is. We spent a large amount of time
providing free food for the workers just to try to take away a little bit of their finances. We also did some non-traditional organizing, and because weed is legal in New York, we were able to distribute free weed to the workers to make sure that they were satisfied after a long days of work. Donc, d'abord, il fallait qu'on fasse beaucoup de pédagogie avec les travailleurs sur les syndicats, sur ce qu'est un syndicat, à quoi ça sert, etc. Et puis, après, on a distribué de la bouffe gratuite, parce qu'on savait que beaucoup de ces travailleurs avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et troisièmement, on a fait des choses un peu moins traditionnelles. Par exemple, étant donné que la bœuf est légale dans l'État de New York, on a distribué de la bœuf gratuitement pour que les travailleurs puissent finir leur journée en sérénité. Free weed, right? That's a good one. So, on the opposite side, Amazon was spending $20 million trying to stop our efforts. They used the police department to arrest me and my comrades. They paid union busters $10,000 a day to walk around the building every single day trying to tell the workers to vote no for the union. And they put our workers in over 3,000 captive audiences, a room like this, every day for 1 hour to try to tell the workers to vote no. Donc de l'autre côté de la rue, Amazon a dépensé 20 millions de dollars contre nous pour essayer de contrer la campagne de syndicalisation. Ils ont collaboré avec la police pour m'arrêter, et moi et mes camarades. Ils ont dépensé un fric incroyable sur des entreprises spécialisées anti-syndicats pour faire les rondes autour des immeubles, des immeubles pour essayer de convaincre les travailleurs de ne pas se syndicaliser. Et ils ont surtout convoqué les travailleurs à des réunions dans des pièces closes pendant des... Ils ont fait plus de 3000 réunions de ce type pour essayer de passer de la propagande anti-syndicat. So despite all of their efforts and all of the millions of dollars that they spent for 11 months, on April Fool's Day, which is actually April 1st, on April 1st, 2021, the workers voted, and over 5% voted. 2,500 workers out of 8,000 voted yes for the union. And we became the first union in American history for Amazon workers. I'm sorry, I got that wrong. So, 2,500 out of 5,000 workers voted for a building that we represent over 8,300 members in total. Ok, donc malgré tous ces efforts d'Amazon pendant 11 mois et tout ce fric qu'ils ont dépensé, le 1er avril 2021, les travailleurs ont voté et 2500 sur 5000 ont voté pour se syndicaliser. Merci beaucoup. Donc je passe à ma prochaine question. Donc je l'ai évoqué un peu dans ma courte introduction, mais ce qui me semble intéressant aussi dans l'expérience de l'Amazon Labor Union et plus généralement aussi dans ton engagement, justement, c'est l'imbrication avec l'engagement autour de la question antiraciste et décoloniale, qui par ailleurs, mais c'est aussi encore une fois une impression, me semble une caractéristique plus généralement d'une nouvelle génération de syndicalistes, notamment aux États-Unis, qui a émergé depuis quelques années. Alors il y a eu Amazon, mais il y a eu d'autres aussi
grosses entreprises symboles du capitalisme contemporain qui ont été massivement touchées par des phénomènes de syndicalisation. Je pense par exemple à Starbucks, vous en avez sûrement entendu parler, mais il y a eu Apple aussi. Moi, ce sur quoi j'aimerais bien t'entendre, c'est un peu là-dessus et justement, encore une fois, un peu concrètement, comment dans le cas de l'Amazon Labor Union se sont faits les liens avec des militants antiracistes et notamment avec Black Lives Matter par exemple. Et est-ce que cette politisation par l'antiracisme par exemple est quelque chose qui a joué dans la syndicalisation auprès de toi et tes camarades? First and foremost, I want everybody to, if you have your cell phone, you have an opportunity to watch the film called UnionTheFilm.com. You'll be able to watch everything that we went through with that film. It's a documentary that made the Oscar list last year. UnionTheFilm.com. Donc d'abord, je veux encourager tous les camarades qui sont présents de regarder le documentaire qui a été fait sur le processus qu'on est en train de décrire en ce moment. Donc vous pouvez le trouver en ligne, ça s'appelle unionthedocumentary.com et c'est un documentaire qui suit en détail tous les épisodes et qui a été même listé parmi les participants aux Oscars. So if you look at the Amazon Labor Union, a lot of reasons why we were so attractive to the younger generation. And what I like to say, the new school movement, when it comes to the labor movement, is because my union is black and brown led, me being a black man. A lot of my comrades are black and brown. Majority of Amazon workers in America are black and brown. So you don't look like your typical union. Obviously, I don't look like your typical union president. But if you would have told me that I could look as cool as a rapper as I could as a trade unionist, I'd have been doing this shit a long time ago. Donc, oui, effectivement, un des aspects qui était attirant pour les jeunes travailleurs par rapport au Amazon Labor Union, c'était le fait on est à l'image des travailleurs qui sont à l'œuvre chez Amazon et plus généralement. C'est-à-dire que la majorité sont afro-américains ou latinos. Et donc c'était notre cas. Moi et mes autres camarades étaient afro-américains ou latinos. Et donc on était en rien. On pouvait pas vraiment nous reconnaître comme des leaders syndicalistes traditionnels. Moi, je vous dis par exemple que si on m'avait dit avant que je pouvais être habillé aussi cool qu'un rappeur et en même temps être un dirigeant syndicaliste, j'aurais commencé il y a longtemps à le faire. I think appreciate it. So, just like what I'm taking on now with the Palestine movement, the civil rights movement, the working class, labor unions are supposed to represent everybody. Black and brown, indigenous, immigrant, refugee, doesn't matter. Being a trade unionist, our job and our responsibility is to represent every single worker. You know, despite your background, despite your creed, we have to represent all workers.
And most labor unions, unfortunately, their hierarchy or their leadership doesn't reflect that all the time. Most labor unions, unfortunately, predominantly were led by white male or white female, especially in the U.S. and even worldwide. So I think what we're seeing now with the younger generation, we're seeing more multi-generational, intersectional, more diversity when it comes to the way these new unions are being formed and the new movements that are being created when it comes to black and brown indigenous workers. Donc par rapport à la question, enfin le lien entre le syndicalisme et le mouvement Palestine ou le mouvement des droits civiques, moi je pense que le syndicalisme doit représenter tous les travailleurs, qu'ils soient blancs, afro-américains, latinos, des indiens américains, des réfugiés, des immigrés, etc. Que le syndicalisme doit représenter tous les travailleurs et ne pas prendre en compte leurs différences d'origine, etc. Et malheureusement, les syndicats américains, et c'est pas seulement aux États-Unis, mais c'est surtout le cas aux États-Unis, sont dirigés par des hommes et des femmes blancs qui en rien représentent la diversité de leurs membres. Et ce qu'on voit avec cette nouvelle génération de syndicalistes, cette nouvelle école de syndicalistes plus jeunes qui commencent à s'organiser, c'est effectivement un syndicalisme beaucoup plus multiracial, un syndicalisme intersectionnel et un syndicalisme beaucoup plus diversifié. What I've learned in my journey, in my short journey from being in the labor movement, is that the trade unions have a real problem. The problem is there's a disconnect on organizing with and alongside grassroots movements. And it's been a problem for decades. What we need to do now is hold trade unions accountable to make sure that representation is not only shown in their leadership within their unions, but also with their rank and file and the workers at the bottom. They need to be represented as well and make sure that their voices are heard, especially when it comes to grassroots movements, especially when it comes to the liberation of Palestine. Donc je pense que le problème des syndicats, c'est que, et c'est un problème qui date maintenant depuis des décennies, c'est la manque de connexion, la déconnexion entre ces syndicats et les mouvements sociaux, les mouvements de base, les mouvements à la base. Et je pense que c'est le moment que les syndicats doivent rendre des comptes, pas seulement sur la représentativité au niveau de la direction, mais plus généralement par rapport à leur représentativité, la façon qu'ils représentent leurs travailleurs dans toute la société, dans toute sa diversité, et par rapport à leur engagement dans les mouvements de base radicales. Et ça, c'est très important, surtout en ce moment par rapport à la question pour la Palestine. Donc, parfaite transition avec cette dernière remarque. Ma prochaine question porte justement sur ton engagement en soutien à la population de Gaza. Tu es parti donc en juillet dernier avec la Andala pour Gaza, avec les 21 autres personnes qui étaient dans le bateau avec toi. Vous avez été arrêtés illégalement par Israël. Tu as aussi témoigné d'avoir été particulièrement la cible de violence de la part des soldats israéliens. J'aimerais bien du coup que tu nous racontes un peu cette expérience. Déjà d'un côté, qu'est-ce qui t'a poussé à partir, dans le sens où je sais que tu as toujours mis en avant en fait
le lien entre ton engagement syndical contre Amazon, ou en tout cas au sein d'Amazon, et cette expérience-là, parce que tu pointes tout le temps en fait la responsabilité directe des entreprises américaines et notamment d'Amazon dans le génocide en cours, via notamment Amazon Web Services et disons toute la partie cloud de Amazon. Donc revenir un peu sur les motivations et l'analyse que tu fais du rôle de ces entreprises dans le génocide en cours, et après un peu plus concrètement justement sur cette expérience à bord de l'Andala et cette expérience de rencontre avec l'armée israélienne et votre arrestation. For those who don't know, Amazon has their hands all over this genocide. Amazon Web Services, along with several other companies, Meta, Facebook, Google, Apple, all of these corporations have invested into a project called Project Nimbus, $7.2 billion to provide the technology that surveils and targets and help kill innocent Palestinians every day. Donc pour ceux qui ne savent pas, les empreintes de l'Amazon se trouvent partout dans ce génocide à Gaza. Amazon et d'autres grandes entreprises de la tech, dont Meta, Facebook, Google, Apple, etc., a investi 7,2 milliards de dollars dans un projet qui s'appelle Projet Nimbus, qui produit la technologie pour la surveillance et le ciblage et l'assassinat de gens pendant la période, pendant le génocide à Gaza. So, as a trade unionist, as an American taxpaying citizen, as a person who has a heart and a father, me fighting for Palestinians is something that I felt as a responsibility as myself as an individual, but also as a responsibility as a trade unionist. Trade unions have always been a part of the Palestinian resistance movement since the first Nakba. Donc, en tant que syndicaliste, en tant que citoyen américain qui paye ses impôts, en tant qu'être humain et en tant que père, je me suis senti responsable personnellement par rapport à une implication dans la lutte contre le génocide. Et je pense que c'est pas seulement une question individuelle. Je pense que en tant que syndicaliste, c'est très important. Il faut savoir que les syndicats ont joué un rôle très important dans la résistance palestinienne dès la Nakba. On October 7th, I was in Berlin, Germany, one of the largest Palestinian communities. 30,000 of them reside there. And I watched and witnessed as the police dragged innocent Palestinians away from their children, locked them up, suppressed our voices saying we couldn't say free Palestine, tore down Palestinian flags right in front of me. I recorded videos, I went back to the US, and I shared my experience online. And overnight, I lost 10,000 followers. Donc le 7 octobre, j'étais à Berlin, en Allemagne, où il y a la plus grande communauté palestinienne en Europe, 30 000 Palestiniens.
et j'ai témoigné de la répression qu'il y avait contre le mouvement pro-Palestine. Donc, les arrestations de gens complètement innocents, le fait qu'on ne pouvait pas mettre le drapeau palestinien, les tentatives de réprimer toute revendication comme Free Palestine, etc. J'ai filmé tout ça, j'ai filmé ce que j'ai vu. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai partagé ça en ligne. Et tout de suite, j'ai perdu 10 000 suiveurs sur les réseaux. I lost 10,000 followers on Instagram. I lost several thousand followers on Twitter. I had people DMing me, messaging me, telling me they supported me for Amazon, but this is where they draw the line. They can't support me no more. I lost opportunities. I lost a lot of support. But my response to everybody who left me because I spoke up is fuck you. Donc j'ai perdu 10 000 suiveurs sur Instagram, j'ai perdu des milliers de gens sur Twitter. J'ai reçu énormément de messages de gens qui disaient « Oui, bon, on te soutient sur Amazon, mais là, ça suffit. On ne peut pas te soutenir là-dessus. C'est pas possible. » J'ai perdu des opportunités professionnelles. Ça m'a impacté à beaucoup de niveaux. Mais ma réponse à tous ces gens qui ont arrêté de me suivre à cause du fait que je me suis exprimé sur la Palestine, c'est allez vous faire foutre. I joined the Hamdallah mission for several reasons. I knew I would be the only black man on board. I knew I was facing a risk of danger. But once again, as a trade unionist from America, our trade unions have been very complicit. They have still continued for the last 23 months to help ship and manufacture weapons for Israel every 15 hours in America. So me going on this mission is to hold trade unions in America accountable, and as an American tax-paying citizen, to spread awareness, especially to the black community, to let them know that this is our fight too, and let people know that we all should be outraged and want to put an end to the genocide who killed innocent Palestinians for the last 2 years. Donc, par rapport à la question du bateau, je savais que je prenais des risques en tant que le seul noir dans le bateau. Mais je me suis dit qu'en tant que syndicaliste américain, j'avais une responsabilité. Il faut savoir que les syndicats américains ont une complicité dans le génocide. Depuis le 7 octobre, ils ont participé dans la logistique pour que des armements produits par des entreprises américaines puissent être envoyés à l'armée israélienne toutes les 15 heures. Donc je me suis dit que j'avais une responsabilité pour tenir, pour que ces syndicats rendent des comptes par rapport à leurs membres sur cette question-là, et aussi pour faire de la propagande dans la communauté noire afro-américaine, pour les faire comprendre que cette lutte est aussi leur lutte, et qu'on devait tous être absolument enragés par ce génocide et ce meurtre de Palestiniens innocents depuis 2 ans maintenant. The Hamdallah mission was flotilla number 37 for an initiative that has been happening for over 17 years. Our goal was never to deliver humanitarian aid, even though we were carrying baby food, baby formula, medical supplies, prosthetic parts, stuffed animals. Our mission is to break the illegal siege that Israel has imposed for over 2 decades. And we vowed and promised the people of Gaza
that we will continue to send boat after boat, flotilla after flotilla, until we break the siege. Right now, this is an initiative happening right now with the Global Samud, with over 44 countries from around the world, over 360 volunteers. And this initiative has the same goal, which is to break the illegal siege. And the reason why we are doing these missions is because our governments are failing us. And when our governments fail us, it's up to the people to step up. Donc, par rapport à la flottille, il faut savoir qu'on était flottille numéro 37, parce que bateau après bateau a été envoyé depuis au moins 17 ans pour essayer de casser l'assiégement de Gaza. Notre but, bien qu'on portait dans le bateau des choses importantes comme des médicaments, comme des jouets pour les enfants, comme du lait en poudre pour les bébés, etc. Notre but n'était pas tellement d'apporter cette aide concrètement, mais surtout et avant tout de casser ce siège de Gaza qui dure maintenant depuis 20 ans. Et cette mission, nous avons juré aux Palestiniens que nous allions continuer à lutter contre ça jusqu'au moment que ce siège illégal soit cassé. Et cette mission a été continuée et continue en ce moment par le Global Samud, qui implique des gens qui viennent de 44 différents pays et qui implique des douzaines et des douzaines de volontaires. Out of the 21 volunteers, I was the only black man, and I was assaulted when I was handed over by the IOF to the immigration in Israel. I was thrown to the ground. They put their knee in my back. They twisted both my arms behind my back. They pulled my hair back. They choked me with my chains. They threw me to the ground several times, telling me to shut up repeatedly. They separated me from the rest of my crew. They threw me up against the wall. And they said some racist things, saying that not my brother, they're nothing like me. And the entire time, while all of this was happening, I could only sit there and think that I'm only experiencing a glimpse of what Palestinians have to go through every day. Donc parmi les 21 volontaires qui étaient sur mon bateau, j'étais le seul noir. Et dès que l'armée nous a passé à l'immigration israélienne, j'ai été séparé. On m'a agressé physiquement plusieurs fois. On m'a jeté par terre. On m'a tordu les bras. On m'a étranglé avec mes chaînes. On m'a tiré les cheveux. On m'a jeté contre un mur. Et tout ça avec des insultes racistes. Et assis là, dans cette situation-là, la seule chose que j'ai pu me dire, c'est que ce que j'ai vécu à ce moment-là n'était qu'un tout petit élément de ce que vivent les Palestiniens tous les jours. But also, I'm from New York, so I couldn't go over there and be quiet. I had to talk some shit. So what I said to the IOF, directly to the most dangerous, malicious, merciless army in the world. I said, without those guns, without those weapons, you ain't shit. Mais bon, il faut savoir que je suis New-Yorkais, donc effectivement, je ne pouvais pas aller là-bas et fermer ma gueule. Il fallait que je gueule. Et j'ai dit à l'armée israélienne, cette armée sans merci, super dangereuse, que je leur ai dit, les yeux dans les yeux, que sans ces armes, sans ces fusils, vous êtes que de la merde. In prison,
they punished us by keeping us on 24/7 lockdown. Because we were on a hunger strike, they weaponized food against us, knowing we wasn't going to eat. They tried to send food in front of us. They lied to us every day. They would promise that I was going home, make me get dressed, just to slam the door in our face. They raided us with the raid unit twice, back-to-back days, making us strip naked for no reason. Lastly, I spent 5 days in prison. I was one of the last to be released, me and my Arab brother Hatem. And unlike any other mission or any other prisoner in history, every prisoner was taken to Tel Aviv airport to be deported. Well, we were the only two that were dropped off at the border of Jordan. So everything that I experienced from the beginning to the very end was complete racism, bigotry, and hatred. Israel is a racist apartheid state. Donc, on a été emprisonnés, on nous a maltraités en prison, on nous a emprisonnés sans possibilité de sortir de nos cellules 24 heures sur 24. On faisait une grève de la faim et ils ont essayé d'utiliser la bouffe pour nous narguer, pour essayer de casser notre grève de la faim. Ils nous ont menti constamment. Ils m'ont promis 2 fois que j'allais rentrer à la maison et ils ont claqué la porte dans nos gueules. 2 fois sur 2 jours concurrents consécutifs, ils ont envoyé des équipes spéciaux pour faire des fouilles. Donc on a dû être dénudés pour aucune raison. Et à la fin, donc j'étais en prison pendant 5 jours. J'étais un des derniers des 3 prisonniers qui ont été relâchés, moi et mon camarade arabe Hakim. Et tandis que tous les autres prisonniers, pas seulement là, mais aussi dans l'histoire de ces missions à Gaza, a été envoyé à l'aéroport de Tel Aviv pour rentrer à la maison, moi j'ai été déposé à la frontière avec la Jordanie. Donc tout ce que j'ai vécu là-bas, c'était du racisme, de la xénophobie, de la haine. C'est la preuve qu'Israël est un État raciste et d'apartheid. And hell yeah, I'll go back again on another flotilla. Et je n'hésiterai pas d'y retourner sur un autre bateau. Merci beaucoup. Tu l'as déjà dit, en anticipant un peu ma prochaine question, mais un des points sur lesquels tu insistes souvent lors des tes interventions, c'est la responsabilité qu'un certain nombre de syndicats ont dans le génocide en cours par le fait qu'ils continuent en fait de faire fonctionner le travail comme si rien n'était, notamment dans les ports, dans la logistique, et donc à livrer les armes qu'Israël utilise dans sa guerre génocidaire. Mais malgré ça, il y a aussi beaucoup, en réalité, de syndicats en Europe et ailleurs, syndicalistes qui se sont refusés justement de charger, décharger des navires transportant des armes. Et récemment, par exemple, il y a eu les déclarations des dockers génois qui ont fait beaucoup d'écho. Donc le porte-parole a dit si nous perdons le contact avec nos bateaux, donc avec la Sumud Flotilla, avec nos camarades, ne serait que pendant 20 minutes, nous bloquerons toute l'Europe. Donc ma question est quelles sont pour toi les perspectives en fait de alliance au niveau aussi international d'un point de vue syndical pour justement faire opposition et blocage dans le cadre de la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza en ce moment.
first and foremost, I'm really happy to know that the unions here have already committed to fully divesting from Israel, shipping weapons, standing with the people on the flotillas, saying that they don't let that aid in. They're going to shut down the docks and the ports. That's what we need in the U.S. The U.S. is the #1 supplier of weapons for Israel. The trade unions in America have been more than complicit. They've been actively fighting against resolutions being passed, actively fighting against people who are speaking up and disrupting unions, and they're actively fighting to lobby for Israel within the labor movement. And me, once again, the reason why I went on this Hamdallah mission is to shine a bright light on all the complicity when it comes to the labor movement in America. Trade unionists should be ashamed to want to ship arms, but more importantly, leadership should be ashamed because the blood is on their hands as well. Donc d'abord, il faut savoir que les syndicats aux États-Unis, je suis très content de voir qu'il y a des syndicats ici en France qui ont pris des positions fermes contre l'investissement en Israël, contre le fait que pour une position d'envoyer de l'aide à Gaza, contre le génocide. C'est une très bonne chose et il faudrait voir beaucoup plus d'exemples comme ça aux États-Unis. Il faut savoir que les syndicats américains, les dirigeants des syndicats américains ne sont pas seulement complices dans le génocide, mais ils sont des participants actifs. C'est-à-dire, ils participent à réprimer dans les syndicats toute tentative de passer des résolutions contre le génocide. Ils essayent de faire du lobbying pour l'État israélien dans le mouvement ouvrier américain, etc. Donc c'est beaucoup plus grave que simplement la complicité passive. C'est beaucoup plus actif que ça. Et donc moi j'ai participé dans cette mission pour faire de la lumière, pour mettre de la lumière sur ce problème dans le mouvement syndicaliste américain. Et pour leur dire, vous, dirigeants syndicalistes qui participez dans ce processus, vous avez du sang sur les mains. What we need in America is for trade unions to have a backbone, to draw the line in the sand and say they're on the right side of history. The largest federations in America, the AFL-CIO and the Longshoremen Association, are the most complicit federations known. The Longshoremen used to have a strong history when it came to the South African apartheid when they stood on the right side of history. Unfortunately, they have been complicit when it comes to the conflict between Palestine and Israel. We are calling the people, the working class, the students, the younger generation. We are calling for all trade unions in America to sign off on a full, complete resolution that fully demands the divestment of shipping arms and manufacturing weapons for Israel. Not only are we calling for that demand, we are calling for the assault that myself and the other 7 Americans had to endure when we were kidnapped by Israel. Most importantly, we are deeming that this is a genocide. The U.S. politicians, the U.S. labor movement, they tried to play it safe. They don't want to say that it's a genocide. They want to continue to call it a war. They want to continue to say Israel has a right to defend itself. We are saying no. We are saying that Palestinians deserve the right to live. And that this is a genocide that needs to end right now. Ce qu'il faut aux États-Unis maintenant, c'est que le mouvement syndicaliste ait un minimum de courage moral pour se mettre du bon côté de l'histoire. Il faut savoir que la grande confédération, le AFL-CIO et le syndicat des dockers sont les plus complices dans ce génocide. Et c'est très grave parce qu'il faut savoir que les dockers américains
avait dans le passé une bonne histoire, avait pris des bonnes positions contre l'état d'apartheid en Afrique du Sud. Donc ce que nous disons, nous, les syndicalistes, les jeunes, les étudiants, les gens en général, c'est qu'on veut faire pression pour que les syndicats américains prennent une résolution unitaire, univoque, contre l'armement et la logistique pour les armements en Israël, que des comptes soient rendus pour l'arrestation, le kidnapping de moi et des 7 citoyens américains sur le bateau, et très important qu'on mette les mots à leur place, qu'on appelle un génocide. Les politiciens américains de gauche, y compris, sont souvent extrêmement peureux par rapport à ça. Ils ne veulent pas utiliser le mot génocide. Mais moi, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. C'est un génocide et il faut que ça s'arrête immédiatement. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, je passe à ma toute dernière question, qui est une question un peu très large, mais qui, je pense, nous intéresse particulièrement. Ce que j'aimerais bien entendre de toi, c'est un peu peut-être un raisonnement général sur ce que ça signifie aujourd'hui lutter syndicalement, mais pas seulement syndicalement, dans un pays où Trump 2 est au gouvernement. Qu'est-ce que ça signifie dans le sens où, évidemment, en termes de répression, en termes d'entrave, qu'est-ce que ça signifie aussi dans le sens où, qu'est-ce que tu penses que, notamment, doit être le rôle des syndicats dans ce contexte-là? Je pense que c'est une question qui nous intéresse aussi parce qu'on est, tous un peu projetés en 2027 et dans la possibilité aussi qu'en France aussi, l'extrême droite arrive au pouvoir. Et donc on se demande comment ça se passe dans les pays où c'est déjà le cas, et notamment on a vu les mobilisations contre ICE aux États-Unis, donc on sait qu'il y a des choses qui bougent. Mais voilà, quelles sont tes idées là-dessus et quel est le rôle notamment des syndicats dans ce contexte-là pour toi? There's a huge disconnect between politics, politicians, and the working class. There's a huge disconnect between the labor movement and the working class. The younger generation, the student encampments, the young organizers, the young trade unionists, the radical left, they're showing us what happens when we take on direct action. And I say this all the time, direct action always gets the goods. The only way that we're going to hold politicians, our governments, or even our leadership of our trade unions accountable is by coming together and organizing. When people say, how did you beat Amazon? Easy. When we came together as people, that collective power, Jeff Bezos can't do the job that we can do. When we come together as people for Palestine, we're showing the world that the hate, the hatred, the rhetoric, the bigotry that's being spilled, we won the public opinion battle a long time ago. The only way we're going to see
a revolution that we want to see is by continuing to organize every single day. Because the day that we do not, our opposition is organized. So remind yourselves, this is a revolution, but the revolution starts with yourself. Donc on commence avec le constat qu'il y a une déconnexion profonde entre le monde politique et la classe ouvrière, et une déconnexion entre les syndicats et le mouvement ouvrier et la classe ouvrière. Ce qu'on a vu dans cette dernière période, c'est dans l'action des étudiants qui ont créé les camps dans les universités, dans l'action de ceux qui organisent les mouvements sociaux, dans l'action de ceux qui organisent à la base dans les syndicats, c'est que l'action directe peut marcher. C'est que l'action directe qui peut avoir un effet tangible. C'est la seule manière de mettre de la pression sur les gouvernements, les politiciens et même nos propres dirigeants syndicalistes. Quand on me demande comment on a réussi à battre une entreprise comme Amazon, j'ai dit c'est simple. Quand les gens se mettent ensemble collectivement, ils ont une puissance. Nous, on a montré que que Jeff Bezos et ses sbires ne pouvaient pas faire le travail que nous, on faisait tous les jours dans les entrepôts. Dans le mouvement pour la Palestine, on a montré que collectivement, on peut battre le discours de haine et de dénigrement. Et avec le résultat qu'on a gagné la bataille de l'opinion publique il y a longtemps. Donc si on veut vraiment voir un processus révolutionnaire, il faut se dire qu'il faut être prêt à s'organiser collectivement tous les jours. Parce que le jour qu'on s'arrêtera, ce sera le jour où que l'opposition, nos ennemis, vont s'organiser contre nous. Il faut savoir que ce processus dans lequel on est révolutionnaire. Mais la révolution, elle commence avec soi-même. I'm going to close with this. For the last 2 years, 500,000 Palestinians have died. For the last 2 years, our governments have failed us. But for the last 2 years, Gaza has shown the world how to love. And we have to stand with Gaza right now, more so than ever. Because resistance never dies. It only gets stronger. And right now, everybody in this room has a role to play. You don't have to get on the flotilla. But whatever you feel like you can contribute, right now is the time to do so. Because we will see a free Palestine within our lifetime. So I need everybody in here to repeat after me. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Come on, I need some more energy than that. I came all the way out here, and I ain't been here in 2 years, so I need everybody in the room to stand up. And let's say this for the people of Palestine one more time. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free
Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Everywhere we go! Everywhere we go! People wanna know! People wanna know! Who we are! Who we are! So we tell them! We are Handala. We are Handala. The mighty, mighty Handala. Mighty, mighty Handala. Going to Gaza. Going to Gaza. To feed the children. To feed the children. One more time, everywhere we go. Everywhere we go. People wanna know. People wanna know. Who we are, so we tell them, we are Handala, the mighty, mighty Handala, going to Gaza, to plant the seed, next to north and south. Power to all people. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine until it's backwards. Thank you. Ben, merci beaucoup. Difficile de faire mieux que ça en culture. Mais on passe maintenant à la deuxième partie de la discussion. C'est pas fini comme ça. Et donc il y a les camarades de Sainte-Tempête qui vont prendre la parole. Comment? Merci. Ouais, c'est pas facile comme transition. Et on va redescendre à un niveau plus local, mais on va faire assez rapide pour laisser des questions après. Je pense qu'on a un temps de questions. Si on veut. Ouais. Comment on veut. Bon, je fais rapide. Mais c'était juste pour raconter que en Ile-de-France récemment, il y a eu des expériences d'alliance avec des ouvriers, des ouvrières de la logistique. Et que nous, on pense que c'est un secteur stratégique. Et le fait que Chris Moll soit là aujourd'hui, bah, ça nous encourage à le faire encore plus. Alors, c'était pas des ouvriers, des ouvrières d'Amazon. Mais en fait, il faut se dire aussi, c'est important pour nous de penser ça, que ce qu'a dit Chris Moll sur Amazon, c'est valable pour plein d'autres grands groupes de la logistique qui sont moins connus mais qui sont très présents, et notamment des groupes français. Et nous, c'était une alliance avec les ouvriers et les ouvrières de Géodis en France. Et Géodis, c'est le leader de la logistique en France. Vous regarderez en sortant, il y a des camions Géodis un peu partout. Et en fait, ce qu'on s'est dit, nous, assez rapidement, dans les comités locaux des soulèvements de la Terre, alors c'était donc le comité Pleine Tempête, qui est le comité des soulèvements de la Terre de la banlieue nord en Ile-de-France, mais aussi avec plein d'autres comités de l'Île-de-France, on a rapidement identifié que la logistique, pour nous, c'était un secteur qui était stratégique. Quand on s'est demandé comment est-ce qu'on fait les soulèvements de la Terre en métropole, quand il y a eu les comités locaux, en fait, ça s'est posé la question, nous, on n'a pas de méga-bassines chez nous, c'est quoi les infrastructures stratégiques dans un espace comme la métropole? Et assez vite, on tombe sur la logistique. Et on tombe sur la logistique aussi parce que c'est un secteur où l'exploitation, où le racisme se développe de façon très très forte, et donc on avait envie de faire quelque chose avec ça. Et puis en plus, ça faisait le lien avec des luttes qui ont déjà lieu, notamment autour des projets autoroutiers. En fait, c'est le même ensemble de grandes infrastructures logistiques, les projets autoroutiers comme la 69 et les entrepôts comme on peut en avoir en Ile-de-France. Et puis il y a un moment où l'écologie est arrivée dans tout ça, c'est qu'en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais en banlieue nord, à Saint-Denis, enfin juste en face Saint-Denis, du côté de Gennevilliers, sur les bords de Seine, il y a un projet d'entrepôt géant qui s'appelle Green Dock. Et c'est un entrepôt qui doit faire 600 mètres de long, 35 mètres de haut, donc c'est un truc monumental, vraiment le long des berges de Seine. C'est un projet qui évidemment est dégueulasse pour la biodiversité en banlieue nord, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, de construire ça sur les berges de Seine, c'est dégueulasse. C'est climaticide parce que c'est une usine à camions, alors que ça a été présenté comme un projet fluvial. Et puis en plus, bien sûr, c'est du racisme environnemental. Pendant qu'on nous parle de baignade en ville, à Paris, au cœur de la ville, avec les JO et compagnie, nous on a le droit des entrepôts géants sur les berges de Seine. Et donc il y a un moment où les deux sont connectés, on a été voir les ouvriers et les ouvrières de la logistique pour leur parler de cette histoire de projet d'entrepôt géant. Et on a été voir la CGT de Gennevilliers pour leur parler de ça. Et assez vite ça a fonctionné. Eux très vite ils se sont mis à nous soutenir, ils sont venus à nos manifs, ils ont pris la parole, ils ont écrit des tracts contre ça. Et puis ensuite juste après nous on a fait ça dans l'autre sens.
En février-mars 2025, il y a eu une grève importante dans l'entrepôt Géodis de Gennevilliers qui a duré 1 mois et demi, une grève pour les salaires, qui a été soutenue par les écolos, comme ils nous appelaient souvent en rigolant. Et c'est devenu une blague même sur le piquet de grève. À la fin, ils disaient tout le temps « Mais non, mais c'est nous les écolos, c'est vous les écolos ». Il y avait tout un jeu comme ça qui illustre un peu un truc que nous on voulait dépasser, c'est-à-dire une sorte de méfiance, de distance entre les milieux ouvriers et les milieux militants de façon assez générale, mais en particulier les milieux écolos. À la fin, c'est une grève qui a été victorieuse, ils ont gagné 150 €. Et juste une petite anecdote, en fait, quand le grand patron de Géodis est descendu pour signer l'accord de grève, à la fin, il a été voir le délégué syndical et il lui a dit comme ça en cachette sur le côté « J'ai juste une question à te poser. Qu'est-ce que venaient foutre là les soulèvements de la terre ?» Parce que lui, il connaissait les soulèvements de la terre et il avait bien compris qu'il y avait un truc bizarre dans cette alliance. Et cette alliance, ça s'est poursuivi ne serait-ce que cette semaine. En fait, le 10 septembre, il y a des comités locaux des soulèvements qui ont été soutenir le piquet de grève des ouvriers de Géodis sur le port de Gennevilliers, sachant que c'est un des plus gros spots logistiques de l'Île-de-France, le port de Gennevilliers. Donc, quand on veut tout bloquer, en fait, nous, on pense qu'il faut essayer de créer plus de liens avec ces bases syndicales. Alors, c'est pas toujours facile, mais en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si le lien il s'est fait avec les Géodis, c'est parce que les Géodis, ils peuvent avoir des discours comme vient d'avoir Chris Malls. Des discours qui sortent de l'entreprise, qui sont capables de parler du mouvement social, ça a été souligné, c'est important. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont présents dans les manifs, dans les mouvements, ils savent parler de racisme, ils ont su quand on a été les voir parler d'écologie, à leur façon, avec leurs mots, et ils savent aussi aller vers nous. Et c'est pas toujours le cas avec les bases syndicales. Même quand c'est pas le cas, moi je pense qu'il faut quand même essayer de faire des alliances, mais effectivement les alliances elles sont plus simples quand on entend aussi ce genre de position. Donc bravo aux syndicalistes qui savent aussi tenir ce genre de position. Et nous on pense aussi que ces alliances elles sont importantes pour casser un peu ce truc omniprésent dans les médias et dans le monde politique entre comme si d'un côté il y aurait les emplois et d'un côté il y aurait l'écologie. Ça c'est un gros mensonge, il faut casser ce discours là tout le temps, créer des alliances entre le travail et l'écologie. C'est du travail qui est long, un travail de longue haleine qui va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est un travail qui est important. Et juste pour finir, je voudrais dire que si nous on a créé cette connexion, si on essaie de créer cette connexion avec les ouvriers et les ouvrières de la logistique, c'est pas parce qu'auparavant ils ont tenu des propos écolos, ils n'ont pas eu forcément des discours écolos, des prises de position écolos. Pour nous, c'était pas nécessaire qu'il y ait un prérequis écologique dans leur discours pour créer des alliances. On pense que quoi qu'il en soit, si on veut faire avancer nos luttes, il faut les faire avancer avec les leurs, parce que c'est fondamental. Ils sont dans un endroit, que ce soit des entrepôts Amazon, des entrepôts Géodis, ils sont dans un endroit stratégique du capitalisme. Et quand ils prennent la parole, quand ils se mobilisent, il faut y aller. Et les alliances, elles se construisent pendant la lutte et pendant le combat, et pas pendant des grands discours en amont. Ça se construit en se faisant. Et voilà, de venir aussi à la fête de l'UMA, c'est une construction de cette alliance-là future, et on pense qu'il faut continuer comme ça. Voilà, merci, j'essaie de faire vite. Et peut-être que si on a un peu de temps, on peut prendre des questions, des remarques ou des discussions. Ouais, pas trop long, mais voilà, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Ou des remarques. Mais si les gens sont fatigués, on peut aussi les boire un verre et continuer la discussion au bar. Est-ce qu'il y a une option possible? Bon, bah, merci encore à Chris pour sa présence et ses mots. Et je pense qu'on peut arrêter là et continuer éventuellement encore d'un verre. Merci beaucoup.